Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Asha Samput et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Au Cameroun, des régions entières se sont lancées dans la production du riz, objectif gagner du terrain sur les importations. Le Minader s'est donc engagé dans un programme de diversification en matière de production du riz selon les différentes zones agroécologiques. Miser sur le local et capter la population informelle, les assureurs africains se battent pour augmenter leur part de marché. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays est encore très faible. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières à assurer. Architectes, urbanistes ou techniciens, ils sont l'avenir du Rwanda, des talents prêts à prendre la relève pour la modernisation du pays. It is going to produce the students, Cela va donner des étudiants compétents et entreprenants pour contribuer au développement du pays. Nous ouvrons cette édition sur la question du riz, une denrée très prisée dans de nombreux pays africains, mais souvent importée. Il y a une dizaine d'années, le Cameroun, qui en importe jusqu'à 800 000 tonnes par an, a commencé à se doter d'une production locale. Mais le riz camerounais est sensiblement plus cher et continue de se heurter à la concurrence des importations. Notre journaliste sur place, Aboubakar Mounchili, nous en dit plus. Regardez. Le Cameroun ne sera plus peut-être un pays dépendant du riz importé dans un avenir pas trop lointain. Après les années sombres de la crise économique, le pays a relancé depuis quelque temps sa production du riz. Le Minader s'est donc engagé dans un programme de diversification en matière de production du riz selon les différentes zones agroécologiques. Le Minader, c'est le ministère camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Depuis 2010, le Cameroun exécute une stratégie de développement de la culture du riz dans le pays. Le gouvernement a même fait de la production et de la consommation du riz made in Cameroun un défi sans précédent. Auprès des populations, ce message passe très bien. Ce riz vient de Ndop. Le riz, qu'on appelle parfumé, est très cher. C'est pourquoi j'achète ces 2 paquets pour ma famille. À travers les 4 coins du pays, les marchés témoins et surtout de promotion de labels camerounais comme celui-ci en plein centre administratif dans la capitale Yaoundé se multiplient au fil des jours. Plus besoin d'aller seulement dans un marché pour trouver du riz camerounais. C'est un riz de meilleure qualité, même si c'est un peu cher sur le marché. Parce que là, j'ai pratiquement 1 kg sur la main, qui coûte 650 francs. C'est de bonne qualité parce que lorsqu'on le mange, même s'il n'y a pas la sauce, il suffit d'avoir un peu d'huile. Comme dans de nombreux autres pays, au sud du Sahara, le riz est aussi la denrée alimentaire la plus consommée au Cameroun. La demande nationale avoisine 600 000 tonnes par an, alors que l'offre reste largement inférieure, autour de 175 000 tonnes. Pour combler ce déficit et relever progressivement le défi de la production et de la consommation locale, les initiatives fusent de partout dans le pays. Nous avons engagé beaucoup de formations pour que ceux qui sont engagés à la production du riz soient mieux encadrés et je crois que les progrès sont visibles. Il s'agit de porter la production nationale à environ 650 000 tonnes en 2018. Une vaste ambition que soutiennent de nombreux partenaires techniques et financiers. J'ai commencé ce projet, je crois, il y a plus de 3 ans, en vue d'augmenter la production de riz. Et aussi en but d'entraîner l'agriculture pour améliorer la productivité du riz. Certaines régions du pays s'affirment déjà comme de véritables bassins de production du riz. Ces différentes régions attirent de ce fait de plus en plus de petits comme de gros producteurs de ce produit. C'est le cas du Nord-Ouest avec la production du riz dans la localité de Ndop, le Grand Nord avec le riz de la Sembrie ou encore l'Ouest Cameroun avec le riz des Bas-Fonds du projet de développement rural Mont Bepit.
Nous avons une potentialité de près de 800 hectares de bas-fonds qu'on peut utiliser tous les ans. Et dans les 800 hectares de bas-fonds, si avec les variétés améliorées telles que le Neri K56 que nous avons trouvé très adapté, n'est-ce pas, dans la zone du Noun, alors on peut avoir 6 à 7 tonnes à l'hectare. Donc il est possible d'enregistrer près de 4000 tonnes de paddy chaque année. Les potentialités de production du riz et surtout d'autres produits locaux sont énormes dans chacune de ces régions. Mais c'est à raison que l'accent est également mis sur cette denrée comme spéculation phare pour assurer la sécurité alimentaire de la population camerounaise. Maintenant, la population est engagée à la production de riz. Maintenant, il faut les organiser parce que le problème le plus important, c'est l'organisation des producteurs. C'est-à-dire l'organisation des producteurs, et tout en sachant qu'en produisant, il faudra que le riz soit commercialisé. Et pour que le riz soit commercialisé, il faudra que le riz soit transformé. Ça veut dire que l'État doit mettre en place des installations de transformation de riz qui permettent à ce que le riz produit soit transformé. À ce sujet, des pistes de solutions sont même déjà en ligne de mire. Une filière rizicole productive permettra au Cameroun de faire d'énormes économies. Chaque année, le pays perd près de 150 milliards de francs CFA dans l'importation du riz. Nous envisageons renforcer déjà la production des semences en le rendant beaucoup plus disponible par la maîtrise, cette fois-ci, non seulement le riz pluvial mais également le riz irrigué. Autre perspective, c'est la mise en place d'une décortiqueuse mobile pour essayer de desservir les bassins où il n'y a pas encore d'unité de transformation. Transformer, mais il faudrait encore le faire suivant les normes et standards du marché à l'échelle mondiale. C'est ce qui permettra au riz camerounais de dépasser ses frontières et celles de son grand voisin, le Nigeria, jusqu'ici l'un des gros importateurs de ce produit de première nécessité. 2020 pourrait être l'année de la percée du cannabis en Afrique. Après le Malawi en février, le Zimbabwe vient à son tour de légaliser la culture sous forme de licences qui seront accordées à des agriculteurs, négociants et chercheurs. Plusieurs autres pays de la région ont déjà partiellement légalisé la plante, comme le Lesotho, la Zambie ou l'Afrique du Sud. La ville de Cape Town envisage même de devenir un centre de production du cannabis médical. Niger, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso et Ghana, ce sont pas moins de 5 élections présidentielles que va connaître la sous-région d'ici la fin de l'année. Les premiers scrutins concernent la Guinée et la Côte d'Ivoire ce mois-ci. Ces échéances électorales vont se dérouler dans un contexte sécuritaire tendu dans plusieurs pays. Mathias Oumke, administrateur du programme Gouvernance politique et consolidation démocratique à l'initiative Open Society, a accepté de répondre à mes questions. Mathias Oumke, merci de me rejoindre sur Business Africa. Quel progrès avez-vous constaté ces dernières années dans l'organisation des scrutins? Les organes qui sont en charge de la gestion des élections sont de plus en plus, je dirais, préparés, ont développé des capacités au fil du temps à gérer le processus électoral de façon assez correcte. Il est de plus en plus difficile de tricher le jour des élections ou de manipuler les résultats des élections. Vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était le bourrage, c'était le jour des élections, l'achat, n'est-ce pas, des voix aux abords des bureaux de vote, etc. Je crois qu'on a de moins en moins de cette tentative, n'est-ce pas, de manipulation des résultats ou de tricherie le jour du vote. Et ça, c'est important. On évoque rarement l'aspect financier. Pourtant, une élection coûte cher. Comment les pays abordent-ils cet investissement et la gestion des dépenses est-elle bien maîtrisée? Lorsque vous comparez les indicateurs qui existent pour mesurer, par exemple, les coûts des élections par tête d'habitants, je crois qu'en Afrique, vous avez le coût le plus élevé. Mais je peux indiquer trois facteurs au moins qui expliquent les coûts. Le premier, auquel les gens ne pensent pas souvent, ce sont l'ensemble des mesures qu'il faut prendre pour gagner la confiance des acteurs dans le processus électoral. Ce sont ces mesures qui appellent, par exemple, le recours à la biométrie. Ne serait-ce que les équipements pour faire la biométrie, c'est des équipements qui coûtent des milliards en francs CFA. C'est ça qui amène, par exemple, l'obligation pour ces pays d'aller commander le matériel électoral, que ce soit les documents de procès-verbaux, que ce soit les bulletins, tout ça est commandé à l'étranger parce qu'on a peur
qu'en les faisant fabriquer par les imprimeurs au niveau local, on puisse tricher, on puisse aider un camp à gagner ou un autre. Ce sont ces mesures de sécurité qui grèvent le plus le coût des élections, n'est-ce pas, dans nos pays. La sécurisation du processus électoral demeure une inquiétude. Les mesures prises vous semblent-elles adéquates? On a quand même des pays particuliers qui ont des problèmes d'ordre, je dirais, qui relèvent de l'ordre de l'extrémisme violent. Je veux parler du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria, qui sont des pays qui connaissent donc ces phénomènes de l'extrémisme violent qui rendent très difficile la sécurisation des élections, surtout dans les zones où ces phénomènes ont lieu. Et donc, ce que les pays font jusque-là, c'est trouver un moyen pour organiser des élections sur l'espace du territoire dont ils sont capables de garantir la sécurité. Donc ça se passe au Mali depuis 2013. Je pense qu'au Burkina, pour la première fois, ils sont obligés d'organiser des élections seulement sur une partie du pays. Ceci dit, vous avez des cas comme le Ghana, qui est l'un des pays les plus paisibles, mais où vous avez des groupes privés associés aux partis politiques qui sèment le trouble pendant les élections. Mais ces groupes qui sèment le trouble, vous les avez un peu dans plusieurs pays. Et les forces de sécurité ont développé quand même au fil du temps les moyens de les contrôler. Donc je pense, pour résumer, qu'en général, on n'a pas de problème de sécurité pendant les élections si on laisse de côté les pays qui font face au phénomène de l'extrémisme violent. Merci Mathias Humpe. 3% seulement, c'est le taux encore très bas de pénétration du marché des assurances en Afrique. Le premier obstacle au développement est bien entendu la part considérable du secteur informel dans l'activité économique. Mais les assureurs africains entendent bien renverser la tendance en misant sur leur connaissance pointue du terrain local. Regardez. Depuis les indépendances des années 60, le marché de l'assurance en Afrique s'est considérablement développé. D'après la FANAF, la Fédération des assurances africaines de droit national, créée en 1976, le chiffre d'affaires du secteur est passé de 15 à 400 milliards de francs CFA aujourd'hui et le nombre de sociétés a été multiplié par 20 avec 8000 employés. Dans nos pays, il n'y avait que des agences, des filiales des grands groupes français. Mais la plupart des sociétés se sont transformées en sociétés de droit national avec le capital, le siège, ainsi de suite, qui se trouvait dans nos pays. Et je crois que la FANAF a beaucoup favorisé. C'est justement cette organisation qui a permis la croissance que l'on connaît aujourd'hui, avec une préoccupation majeure, africaniser l'assurance et faire émerger des compagnies et des cadres africains qui ont pris peu à peu la place des grandes sociétés européennes héritées de la colonisation. L'enjeu était de mobiliser l'épargne pour financer les économies des jeunes États indépendants. Les initiateurs des projets de la FANAF, qu'ils soient sénégalais, ivoiriens, gabonais ou congolais, étaient à la tête de sociétés nationales d'assurance qui n'avaient pas d'appui en dehors de leur pays et qui avaient besoin de s'adosser. Et ne pouvant pas compter individuellement, elles ont pensé qu'en se mettant ensemble, elles devenaient une force un peu plus appréciable que si elles restaient chacune dans son secteur, dans son pays. Et on connaît aujourd'hui les résultats de cette stratégie. Mais on est encore loin du compte. On estime à plus de 50% de la population active non encore couverte par les assureurs. Le taux de pénétration de l'assurance dans nos pays il est encore très faible. Il est entre 1 et 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières à assurer. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas encore assurés. La FANAF accompagne depuis 40 ans ses membres dans le développement du secteur en plein bouleversement. Elle agit aussi en tant que lobby pour faire évoluer la législation. Dans les années 1980, l'association professionnelle a plaidé, par exemple, pour une approche africaine de l'indemnisation des risques corporels, de santé, des victimes d'accidents de la circulation, et les pays vont adopter des lois qui instituent des barèmes mieux adaptés au pouvoir d'achat des assurés. Il faut que nous collectons beaucoup d'épargne pour pouvoir peser lourdement sur le financement de nos économies. Faire en sorte que les Africains ne dépendent pas surtout de la Banque mondiale, du FMI ou de l'Occident pour financer certains projets. Je pense que si on dote l'assurance africaine d'un cadre réglementaire et fiscal adéquat,
on pourra collecter beaucoup d'épargne qui pourra servir au financement de tous ces projets qui permettront à l'Afrique d'être émergente. Le potentiel de l'assurance non encore couvert aiguise l'appétit de grands groupes internationaux qui trouvent là un territoire à conquérir. Face à ces nouveaux enjeux, l'assurance africaine cherche à se réinventer et à proposer de nouveaux produits, en exploitant les capacités offertes par l'éthique notamment. Le premier de ces produits, donc, ça devrait être des produits qui puissent être commercialisés par le digital. Par le digital qui commence par l'ordinateur, qui se prolonge par les smartphones, qui se prolonge par les tablettes. Et ça nous ouvre un horizon qui est quasiment infini. Infini en termes d'offres, infini également en termes de demande, parce que les attentes de nos assurés sont de plus en plus importantes. Et pour satisfaire ces attentes, nous n'avons plus le temps. Presque tous les États africains caressent aujourd'hui le rêve d'accéder au statut de pays émergent. De grands projets d'infrastructures sont ainsi lancés à travers le continent et des pôles de croissance sont en chantier. Les assurances pourraient bien accompagner cette effervescence. Mais il s'agit d'investissements lourds qui exigent des assureurs de solides capacités pour apporter une couverture contre tout risque. Et faute d'apporter des garanties suffisantes, ce sont des géants de l'assurance non africains qui sont choisis par les maîtres d'œuvre pour mettre leurs investissements à l'abri de tout sinistre. Essayer quand même de faire respecter la réglementation. Moi, je n'ai rien contre certaines sociétés qui interviennent dans les infrastructures en Afrique. Mais malheureusement, elles contournent la législation. Elles ne sont pas du tout assurées sur place. Après avoir contribué à africaniser l'assurance dans les premières décennies des indépendances, les compagnies du continent doivent donc faire face à la mondialisation avec la concurrence des majors internationales. Reste donc aux compagnies africaines de s'adapter à cette nouvelle donne et à exploiter leur force, la connaissance du terrain. Par exemple avec l'élargissement du champ de l'assurance à la protection des populations rurales et des récoltes et à la modernisation de l'agriculture. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Cette semaine, la Zambie va demander à ses créanciers privés de suspendre le remboursement de sa dette souveraine jusqu'en avril prochain. C'est le premier pays africain depuis le début de la pandémie à signaler un défaut de paiement, en cause des revenus en déclin et l'emballement des dépenses dues au Covid-19. 3 eurobonds pour un total de 3 milliards de dollars sont concernés. Une victoire pour la médecine traditionnelle africaine. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a approuvé un protocole pour les essais cliniques de phase 3 de la phytothérapie pour la Covid-19. Cela ouvre la voie à des essais cliniques encadrés pour les traitements contre la Covid-19 à base de plantes médicinales qui se sont récemment multipliés en Afrique, le plus connu étant le médicament malgache Covid Organics. J'en viens maintenant à ce nouvel export africain à base de prières zoulou et surtout d'énergie positive que l'on s'arrache dans le monde entier. Je vais bien sûr parler de Jérusalem, le morceau du musicien zimbabwéen Master KG en duo avec l'artiste sud-africaine Nonsebo Zikode vient de battre le record de 150 millions de vues sur YouTube tout en totalisant plus de 60 millions d'écoutes sur Spotify. Et il fait littéralement danser dans tous les pays, des politiciens aux soignants, en passant par le clergé. Regardez. Nous finissons notre tour du continent Rwanda, un pays qui a souvent reçu des louanges pour son succès économique. L'éducation est particulièrement choyée par le gouvernement qui veut voir émerger les talents de demain. Comment est éduquée cette jeunesse aussi prometteuse que studieuse? C'est ce qu'a été découvrir Lorraine Rimondi à Kigali. Regardez.
L'année dernière, au Rwanda, l'Institut des sciences et technologies de l'Université du Rwanda, anciennement Institut des sciences et technologies de Kigali, a délivré des diplômes à une promotion spéciale. 18 étudiantes sur 190 bénéficiaires féminines d'un projet de développement des compétences, des sciences et technologies ont ainsi obtenu leur diplôme. Comme elles, Solange et Jennifer, qui ont bénéficié de bourses d'études, terminent leur master. Soutenu par la BAD, la Banque africaine de développement, l'Institut favorise l'accès des femmes à ces formations scientifiques et techniques. It is so important because if you can compare about the percentage of population in Rwanda. C'est vraiment important car les femmes sont nombreuses au Rwanda, mais rares dans les établissements supérieurs, au collège. Ses parents, dont elle est la fierté, tiennent une quincaillerie aux abords de la capitale. Consciente de sa chance, la jeune femme veut participer à la construction du Rwanda. La première motivation, devenir une de ces femmes d'exception. De son côté, Kenneth travaille sur l'utilisation des matériaux recyclés en architecture. Ce jour-là, il présente son projet devant ses professeurs. Son rêve, accélérer la construction des bâtiments dans son pays qui peine à trouver les matériaux nécessaires. Pour moi, c'est un défi. Nous sommes un pays en développement avec peu de moyens pour acheter ces matériaux et construire de beaux bâtiments. Comment autrement un architecte peut-il explorer les matériaux locaux et disponibles et avec la technologie? Et comment il peut utiliser l'espace de façon qualitative et fonctionnelle et durable pour la population? Architectes, urbanistes et techniciens représentent l'avenir du Rwanda en reconstruction. Le gouvernement encourage leur formation dans le but de poursuivre la modernisation du pays. Une subvention de 9 millions de dollars de la BAD a permis de financer le matériel pédagogique, des infrastructures et les cours. It is going to produce the students, Cela va donner des étudiants compétents et entreprenants pour contribuer au développement du pays. Un autre secteur de compétences est appelé à être développé dans le cadre du plan stratégique du pays, les technologies de l'information et de la communication. Dans le centre de Kigali, l'université de Carnegie Mellon, dite CMU, abrite l'un des 5 centres d'excellence africains du secteur. Au dernier étage, cet incubateur, appelé le Key Lab, est destiné à renforcer les liens entre l'enseignement universitaire et les entreprises. Parallèlement, un futur campus est en construction. Il sera achevé en 2016 grâce à un financement de près de 15 millions de dollars de la BAD. Le partenariat de la BAD est essentiel au programme. Avoir une marque formidable, c'est bien beau, mais il faut aussi des infrastructures pour soutenir l'université. Grâce à une bourse obtenue dans le cadre du programme, Rafiki a pu faire partie des premiers étudiants du master en technologie de l'information et de la communication qui ont débuté les cours en 2012. Chef d'entreprise, il a déjà pu mettre à profit ce qu'il a appris. Après avoir suivi des cours au CMU, nous avons changé le modèle de gestion. Maintenant, nous développons des solutions et les présentons à nos clients. Selon Rafiki, il ne sera bientôt plus nécessaire de se tourner vers l'Inde, l'Europe ou les États-Unis pour développer des solutions numériques. Nous encourageons l'éthique dans la région et nous pouvons être un centre pour l'éthique en Afrique et peut-être aussi dans le monde. À vocation régionale, le programme accueille des étudiants d'Afrique de l'Est, comme Lynn, ougandaise. Elle voudrait que les bourses soient accessibles aux autres pays.
Les frais sont élevés pour les Africains hors du Rwanda, car le pays propose des bourses aux Rwandais et 50% pour le reste d'entre nous. Donc, si plus de gens se réunissaient et créaient des partenariats avec le CMU en Afrique, beaucoup plus d'étudiants suivraient ce genre de formation de qualité. Lorsque ce centre sera achevé, près de 1200 emplois de haut niveau seront créés dans les technologies de l'information et de la communication. Un secteur qui devrait permettre d'accélérer la croissance du Rwanda en améliorant sa compétitivité, avec un impact direct sur la pauvreté. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 535. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quand a été créée la FANAF, la Fédération des assurances africaines de droit national? En 1976, en 1983, en 2006. Deuxième question. Comment s'appelle l'incubateur de l'université de Carnegie Mellon, CMU de Kigali? L'incubateur de Kigali, le laboratoire de Kigali, le Key Lab. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre page Facebook. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez. Avec les réponses bien sûr, ce jeu par exemple est le numéro 535. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 528. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Qui est le numéro 1 africain des fleurs poupées? Réponse, le Kenya. Deuxième question. Combien de miel produit par an le Burkina Faso? Réponse, 500 tonnes. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous retrouverons à Nairobi l'écoactiviste Ophia Drori pour une plongée vertigineuse dans les circuits de la criminalité internationale derrière le trafic des espèces sauvages. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube. Et suivez-nous sur Twitter, sur notre compte @AfricaShows. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.